Je vais commencer par me présenter très rapidement, me représenter parce que mes collègues du programme LAST l'ont déjà fait. Donc, Benjamin Beaufils, je suis chargé de projet tabac au sein de la Coréade Nouvelle-Aquitaine sur ce qui est double casquette, à la fois le projet LAST et le mois sans tabac sur les territoires dont je suis référent, qui sont les territoires ex-Limousin, donc Creuse, Corrèze, Haute-Vienne et également le territoire de la Dordogne. Et du coup, on est ensemble pour un petit moment maintenant par rapport au Copil Moi Sans Tabac, pour faire un petit état des lieux un petit peu des derniers chiffres qui ont pu nous être transmis par Santé publique France au niveau national quant à la dernière campagne 2025, et aussi faire un petit focus bien sûr sur ce qu'on a pu faire au niveau régional sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais commencer avec une dia presque solennelle. Non, c'est pour vous présenter un petit peu. Il y a eu du mouvement, il y a eu des changements au sein de l'équipe tabac. Clémentine vous a commencé à vous en toucher deux mots tout à l'heure. Donc, il y a eu le visage presque, j'ai envie de dire, du mois sans tabac qui était là depuis le début sur la campagne et le déploiement en Nouvelle-Aquitaine. C'était Shona, que, à mon avis, pas mal de partenaires connaissent, qui est partie de la structure au 1er février pour un nouveau projet professionnel. Et on a également Déborah. Alors là, c'est pas un départ de la Coréade, hein, c'est juste un repositionnement interne qui a été repositionné sur de nouvelles missions en interne. Et Déborah, elle était référente du territoire ex-Poitou-Charentes pour moi sans tabac. Donc, en gros, aujourd'hui, pour vous faire une petite photographie euh, de l'équipe chargée de projet qui s'occupe du mois sans tabac sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 départements, 3 chargés de projet tabac et 4 départements par chargé de projet. Euh, Louis, du coup, qui vous a expliqué qu'il sera aussi sur les départements, donc ex-région Aquitaine, moi sur l'ex-Limousin plus la Dordogne, et Clémentine sur l'ex-Poitou-Charentes. C'est une restructuration qui se veut un petit peu logique aussi, parce qu'avant, on fonctionnait un petit peu par projet et non par territoire et moins en transversalité. Là, du coup, cette nouvelle réorganisation va chercher un petit peu plus de transversalité, ce qui va permettre aussi aux acteurs de certains territoires une meilleure identification de nous, chargés de projet, des acteurs référents sur chaque territoire. Je vous donne un exemple concret, hein. Par exemple, sur la Dordogne, avant, on était deux chargés de projet. Shona s'occupait du mois sans tabac sur la Dordogne et moi, je m'occupais du programme LAST. Donc voilà, on pense et sincèrement et on est sûr que cette nouvelle réorganisation va vraiment faciliter un petit peu l'identification de nous, acteurs, et on sera tous mobilisés pour tout ce qui est accompagnement méthodologique, etc. Je voulais juste toucher deux mots très rapidement aussi, mais pour dire qu'il n'y a pas que les chargés de projet dans le mois sans tabac. Il y a aussi Marjorie derrière qui amène toute son expertise un petit peu en tabacologie, qui nous aide pour la création d'outils, qui peut nous aider bien sûr pour l'animation des formations, des sensibilisations, etc. Il y a Cécilia qui vient en accompagnement et en soutien au déploiement sur son territoire, Cécilia Maître. Et on a également tout le rôle des délégués santé-prévention qui aussi sont vraiment au contact des professionnels de santé et sur le terrain et nous permettent aussi un petit peu de réactiver cette mobilisation et la dynamique du mois sans tabac chaque année. Et merci beaucoup à eux. Et enfin, Anaël à la communication. Si on a la chance d'avoir des supports de communication qui sont de qualité, c'est grâce aussi au travail d'Anaël Colmou à la com. Très rapidement, donc, le bilan 2025 au niveau national. Chiffre clé, tiens, j'aurais pu faire qu'une slide au lieu de deux à cet endroit-là. Le chiffre clé, du coup, c'est que oui, on a effectivement une baisse au niveau national en termes des inscriptions à la campagne Moi sans tabac. Vous voyez un petit peu l'évolution hein, avec les derniers chiffres. Alors, on n'a pas les estimations de tentatives d'arrêt sur les deux derniers exercices Moi sans tabac, que sont 2024 et 2025. Par contre, on a une baisse de 12% quand même des inscriptions sur la plateforme Moi sans tabac en ligne. On sait, hein, pour que chaque, bien sûr, personne soit comptabilisée sur le compteur Moi sans tabac, il faut passer par cette étape de l'inscription en ligne sur le portail Tabac Info Service. Donc, vous voyez, on est pour l'exercice 2025, pour l'année 2025 et le mois sans tabac, et le mois de novembre, on est sur 117 568 inscriptions au niveau national. Donc, on est quand même sur près d'1 million 600 000, 1 milliard 6, non, pas un milliard, n'importe quoi, pardon, 1,1 million 600 000 inscriptions depuis 2006. 1 milliard, c'est un peu beaucoup. Près de 90 000 inscriptions au programme de soutien par mail. Vous savez, il y a un programme de soutien par mail pour le grand public et les personnes qui souhaitent s'inscrire à la campagne Moi sans tabac, où ils choisissent soit de recevoir alors, soit pas du tout d'avoir de coaching, donc de ne pas recevoir de mail, soit de recevoir des mails ponctuels ou réguliers qui vont les accompagner, les soutenir dans leur démarche de tentative de sevrage tabac. Donc voilà un petit peu pour le chiffre consolidé de l'année 2025 du mois sans tabac.
Au niveau des autres chiffres qui peuvent être intéressants. Alors, vous allez voir, on a quand même quelques baisses qui peuvent aussi s'expliquer. On a, par exemple, une baisse au recours au 39,89, qui est la ligne tabac info service. Vous voyez, moins 28% par rapport à l'année 2024. Alors, c'est une baisse qui est un petit peu logique, là, les retours de Santé publique France nous l'ont rappelé, c'est vrai qu'ils ont raison, c'est que tout simplement sur la campagne 2024, il y avait eu un gros focus sur la mobilisation, on va dire, de cette ligne tabac info service. Il y avait vraiment eu un axe de communication stratégique en 2024 sur la mobilisation du 39,89, hein, que ce soit sur les spots télé, les spots radio, etc. Ce qui a été un petit peu moins le cas stratégiquement sur la campagne 2025, donc ça peut aussi s'expliquer par ça, ce recul. On a toujours quand même une forte présence des téléchargements pardon, de l'application mobile, avec 77 000, plus de 77 000 téléchargements. On a une baisse globale des visites sur le site, près d'un tiers quand même. On a quand même eu, au niveau de Santé publique France, 2,4 millions de visites sur le site Moi Sans Tabac. Et on a autour, pour l'année 2025, autour de près de 31 000 commandes de kits par des particuliers. Au niveau des partenaires inscrits, ça se maintient. On a toujours été dans les dernières années entre 5 500 et 6 000 partenaires chaque année qui font, enfin, on compte les partenaires inscrits, vous savez, et aussi les partenaires qui s'inscrivent sur la plateforme en ligne et qui passent commande d'outils, par exemple, en ligne, via la plateforme. Euh, J'avance un petit peu. Alors, quelles hypothèses, bien sûr, pour expliquer ces baisses? Déjà, on sort d'un triptyque, on va dire, de 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où la campagne était orientée sur un message avec les spots télé très familier maintenant, enfin, très connu de la part du grand public. C'était: vous n'étiez pas seul lorsque vous avez commencé de fumer, vous ne serez pas seul lorsque vous arrêtez. Donc ce spot était très connu. Et là, il y a eu une nouvelle campagne un petit peu qui s'est lancée de communication, ce qui fait que des fois, on perd un petit peu de chiffres et en identité en termes euh, d'appropriation des nouvelles campagnes de communication. Donc là, c'était reparti cette année sur la campagne ex-fumeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, hein, devenez ex-fumeur, devenez ex-fumeuse. Donc il y a ça qui peut expliquer une baisse aussi en partie du nombre d'inscriptions au niveau de l'identification de la campagne. Alors, ça peut varier de toute façon d'une manière assez importante d'une année à l'autre. Il peut y avoir aussi, comme le souligne Santé publique France, une certaine lassitude vis-à-vis de la campagne au fur et à mesure des éditions. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais, la forte baisse de la reconnaissance du spot télé et également un passage à l'acte plus difficile parce qu'il y a eu un ciblage, on va dire, qui est de plus en plus précis sur les fumeurs les plus défavorisés, enfin, les catégories socio-professionnelles euh, à plus bas niveau de revenus, etc. Donc, bien sûr, on- les spots tabac info service visent de moins en moins et les campagnes Moi sans tabac, on va dire, visent, bien sûr, c'est de l'universalisme proportionné, elles visent tout le monde, mais il y a quand même une approche stratégique qui se veut de plus en plus précise vers les populations les plus vulnérables, les populations qui ont les plus fortes prévalences en termes de consommation de tabac. Donc voilà certains axes de la, proposé par Santé publique France. Moi, j'ajouterais personnellement, ça c'est vraiment une observation de terrain qu'on peut faire avec les collègues, c'est qu'on a de moins en moins de personnes, lorsqu'on fait des interventions dans le cadre du mois sans tabac, qui voient une plus-value à l'inscription sur la plateforme en ligne. Je peux vous donner un exemple concret très rapidement, c'est que j'ai fait donc du coup avec des collègues de l'Université de Limoges, on a fait une action auprès des étudiants de l'Université de Limoges et de la Faculté de Lettres à un moment donné dans le mois de novembre dernier. Et j'ai vu, il y a eu 8 jeunes, quand même, 8 étudiants qui m'ont dit qu'ils étaient dans une tentative d'arrêt, hein, qu'ils avaient commencé depuis le mois de novembre. Et sur les 8 étudiants que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu échanger, il y en avait tout simplement aucun qui ne s'était inscrit sur la plateforme en ligne. Et ça, c'est une observation qu'on peut avoir un petit peu partout sur toutes nos actions et les partenaires nous feront remonter aussi. C'est-à-dire que les consommateurs de tabac, lorsqu'ils se lancent dans une démarche d'arrêt, ne pensent pas forcément d'une part à s'inscrire en ligne et aussi ne voient pas forcément la plus-value. Donc ça nécessite encore un petit peu de rectification, etc. et pour leur mettre en avant ce dont ils peuvent bénéficier. Donc ça, voilà un petit peu les 117 000 inscrits, comment ils se répartissent sur les différents territoires. Il y a quand même une sorte de logique démographique avec les régions les plus peuplées où qu'on retrouve en lead en termes d'inscription.
Il y a la région Hauts-de-France qui est un petit peu moins peuplée que la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui arrive quand même à avoir une belle dynamique et à avoir plus d'inscriptions. Mais sinon, il y a vraiment une logique par territoire qui est tout à fait rationnelle. Chaque année, Santé publique France réalise des post-tests quantitatifs et qualitatifs sur la campagne qui vient de se dérouler. Euh, on va commencer. Donc, l'objectif de cette évaluation et de post-test de chaque campagne, c'est de mesurer la mémorisation de la campagne auprès du grand public, la reconnaissance des contenus médias, la perception de la nouvelle campagne aussi qui vient d'être proposée et l'impact reçu sur le changement de comportement. Aussi comparer la dernière édition avec les autres éditions qui ont eu lieu par le passé. Et étudier aussi s'il y a des différences selon les caractéristiques socio-économiques, c'est-à-dire si la campagne a réussi à cibler plus certaines populations que d'autres. Donc voilà un petit peu la méthode, je ne vais pas vous la lire, hein, c'est très rapide. Donc les résultats, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une trace mémorielle des campagnes Moisson Tabac, qui est le souvenir d'une campagne sur le tabac au cours des dernières semaines par les personnes interrogées, qui est très forte, qui reste globalement très forte. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu les chiffres, ça se maintient. On a quand même près de 50% des gens qui se disent avoir le souvenir d'une campagne sur le tabac, sur la thématique du tabac au cours des dernières semaines, ou y avoir assisté. Et la mémorisation d'éléments spécifiques au mois sans tabac aussi est quand même relativement intéressante parce qu'elle se maintient. Oui, il y a eu un creux qui avait été un petit peu sur la période Covid, mais là, on se maintient presque à près de 40%. Donc, c'est aussi des chiffres globalement intéressants sur cet axe-là. Les sources d'exposition chez les fumeurs restent principalement la télé, notamment la télé avec l'événement spécifique qui est le partenariat Moi sans tabac avec l'émission La France a incroyable talent et Éric Antoine notamment, hein. Il y a également l'affichage en pharmacie où il y a eu quand même en 2025 une belle campagne de tout ce qui est affichage, vitrophanie, etc. sur les officines et qui a été vraiment sur l'évaluation, sur le post-test qui est ressorti comme source d'exposition importante auprès des patients fumeurs. Et après, ça s'est maintenu, on va dire qu'on est à peu près sur une logique. On a eu juste une augmentation au niveau des stations-service qui en termes d'impact qualitatif, n'a pas apporté réellement ses fruits. Vous savez, c'est les petits écrans qui sont à côté lorsqu'on fait le plein de sa voiture, mais qui ont du coup, qui se retrouvent quand même en augmentation au niveau de l'exposition, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'y avait pas forcément beaucoup sur les autres années, et là, il y en a eu une sur l'année 2025. Euh, alors, par contre, la reconnaissance du volet TV, ce que je vous disais tout à l'heure, est en forte baisse, hein. On sort d'un triptyque d'années sur un ancien message qui commençait vraiment à être très fortement identifié par le grand public. Et là, du coup, avec cette nouvelle campagne, bah oui, il faut généralement 2, 3 ans peut-être pour voir s'il y a vraiment une empreinte, s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais on va le voir juste après, il y a quand même des limites qui ont été soulignées à cette nouvelle campagne ex-fumeur, ex-fumeuse. Sur les principaux contenus, on a toujours, je vous le disais, l'opération spéciale qui reste très fortement identifiée. On a la campagne médiatique télé, on peut le voir justement au niveau des comparatifs CSP+, CSP-, qui touche plus les catégories à forte prévalence tabagique. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez un petit peu les chiffres hein, sur les différences observées en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est vraiment à souligner euh, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille nous aussi en région, lorsqu'on fait des réunions auprès des partenaires, lorsqu'on va dans les locaux des agences régionales de santé, qu'on reçoit un petit peu tous les partenaires pour leur présenter la nouvelle campagne annuelle. On insiste là-dessus en disant que stratégiquement, bien sûr, il faut pas que les partenaires s'épuisent à proposer des actions trop grand public, où ils peuvent passer des fois une journée sur une place sans voir énormément de monde. Mais par contre, cibler des structures, bah oui, médico-sociales, cibler là où ils peuvent rencontrer des personnes au plus bas niveau de revenus, ça, tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Et on va aussi dans ce sens-là au niveau local. Au niveau de la perception, il y a des perceptions globalement positives qui sont observées par ce post-test. Vous voyez un petit peu, hein, c'est quand même, ça reste une campagne qui rassure les fumeurs sur leur capacité à arrêter de fumer. Il y a même une évolution très positive. Une campagne qui trouve le ton juste, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils sont interrogés, ils apprécient la campagne Moi sans tabac, les fumeurs, tout simplement parce qu'on n'est pas sur quelque chose de moralisateur, on est sur quelque chose de positif, on est là, on les accompagne. Il y a aussi une dédiabolisation de la reprise de consommation qui fait partie du parcours hein, de sevrage. Donc vous voyez, il y a quand même une campagne qui trouve vraiment un regard positif auprès des consommateurs de tabac.
Donc, il y a des niveaux d'incitation au changement du comportement qui sont les plus élevés depuis 2016. Vous voyez, il y a 58% des fumeurs qui déclarent que la campagne les incite à, au moins, à minima, à réfléchir sur leur consommation. Euh, vous voyez un petit peu les chiffres qui sont quand même relativement intéressants en ce qui concerne l'incitation. Ça, c'est deux petits tableaux qui sont extrêmement intéressants aussi, notamment celui de droite. Le pouvoir incitatif de la campagne Moi sans tabac est pour la première fois bien plus élevé chez les CSP-. Donc, vous voyez sur le tableau de gauche, là, on est vraiment sur l'incitation à au moins à réfléchir sur sa consommation de tabac, où là, on voit pas vraiment de gros gaps marqués entre les différentes catégories socio-professionnelles. Par contre, lorsqu'on regarde le tableau de droite, là, qui est vraiment l'incitation à arrêter de fumer, où on est un petit peu en avant sur la dynamique de changement, ben là, on voit tout simplement que les catégories CSP-, les ouvriers, commencent à partir vraiment en forte hausse sur l'incitation, quand les CSP+, stagnent, voire diminuent un petit peu. C'est intéressant. C'est vraiment ce qui est recherché aussi dans la campagne Moi sans tabac, c'est d'avoir cette approche auprès des populations à plus forte prévalence tabagique lorsqu'on connaît un petit peu justement les écarts de prévalence tabagique qui peuvent se jouer entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc, en conclusion, on a toujours une notoriété qui est très intéressante de la campagne et sur laquelle euh, on surfe. Alors, quantitativement, c'est sûr que c'est assez modéré, hein, on va dire, la satisfaction. On voit qu'il y a globalement, quand même, je vous l'ai dit, moins 12% d'inscriptions au mois sans tabac nationalement par rapport à l'année précédente. Mais qualitativement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données intéressantes sur le ciblage des populations à plus forte prévalence tabagique, notamment. Euh, euh, il y a l'efficacité aussi du dispositif de 39,89 qui reste à souligner. Il trouve toujours sa place. Donc voilà. Si je vous laisse lire la fin de la diapo et on va passer juste après aux résultats qualitatifs, pardon, je bégaye un petit peu, du post-test Moi sans tabac. Euh, D'un point de vue qualitatif, donc on a toujours une opération, ce qui ressort utile, c'est-à-dire qu'on voit une opération qui reste extrêmement reconnue par la population, par le grand public, qui est jugée utile, légitime. Il y a une approche qui est très fortement saluée, comme le 39,89, comme la diversité des outils. Euh, Cependant, en termes d'outils, justement, vous savez, le kit que reçoivent les inscrits au mois sans tabac reste pas mal pour une partie des personnes interrogées, assez déceptif du manque de solutions. Généralement, les gens sont encore plus en attente de solutions concrètes, hein, presque de solutions des fois magiques. La roue des économies est très fortement appréciée. Il y a des interrogations qui persistent, vous voyez, c'est au niveau de la population du grand public, ce qu'ils font remonter, c'est un calendrier imposé qui rend difficile l'adaptation du coup à des parcours individuels avec des remontées de personnes qui ont pu dire ben voilà, qu'eux, ils avaient réfléchi à faire une tentative d'arrêt il y a quelques mois, mais qu'aujourd'hui, c'était pas le moment. Il y a toujours des questionnements sur la durée un mois. Lorsqu'on parle avec les personnes, ils nous disent mais pourquoi qu'un mois? Et là, il faut bien sûr leur expliquer, mais du coup, ça peut être intéressant euh, peut-être que Santé publique France et nous, localement, on travaille aussi dans ce sens-là sur le pourquoi un mois. L'inscription interroge, comme je vous le disais, il y a beaucoup de réticence à s'inscrire car c'est une démarche engageante, hein, de mettre son mail, son nom, son prénom, etc. Euh, donc voilà un petit peu ce qui ressort de ce post-test qualitatif, avec bien sûr des choses intéressantes à souligner, mais aussi des petites choses, des petits axes à améliorer. En termes de campagne 2025, je vous ai parlé devenir ex-fumeur, ex-fumeuse. Le terme, du coup, il y a eu quand même quelques retours, quelques critiques qui ont été faits sur cette campagne. Le terme est jugé peu naturel, plutôt utilisation d'anciens fumeurs ou je ne fume plus. Euh, le préfixe ex est perçu négativement. C'est vrai que des fois, il y a eu des remontées de partenaires sur les territoires qui nous disent, bah oui, le préfixe ex, ça fait aussi penser à quelque chose qu'on a mis de côté, qui ne reviendra pas forcément dans notre vie, alors que justement, nous, on travaille un petit peu avec les patients, justement, à leur expliquer que la reprise de consommation fait partie du processus, du parcours, et là, du coup, ça peut aussi engendrer, s'ils reprennent une consommation, ben, un côté déceptif encore plus présent. Il a été difficile de s'approprier une identité perçue comme définitive lorsque voilà, le risque de rechute est grand, c'est ce que je vous disais. Mais le concept trouve quand même, lorsque les personnes ont vu la campagne pub, un sens dans le contexte narratif, en particulier le spot télé.
Les supports de la campagne, ils trouvent les supports qui sont transmis complémentaires, le format de diffusion varié, que ce soit bien sûr les vidéos en ligne, sur les réseaux sociaux, la télé, la radio, complémentaires et s'adaptent aux différents usages. Les messages sont variés et ça permet aussi de toucher les différents fumeurs en fonction de leur sensibilité. Et les supports sont globalement euh, jugés utiles pour accompagner un fumeur déjà engagé, mais jugés insuffisants pour déclencher une tentative d'arrêt. Voilà, il y a ça qui a été mis en avant aussi, c'est que les outils sont trouvés voilà, très utiles pour les patients, que ce soit la roue des économies, le petit éphéméride qui accompagne sur les 40 jours le patient qui est dans une démarche de sevrage. Mais par contre, pour déclencher une tentative d'arrêt, ils mettent en avant quelques limites des outils à ce jour. Voilà un petit peu pour tout ce qui est au niveau national. Et on va passer maintenant au niveau régional, à notre région, du coup, Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec les données, dernières données de la caisse primaire d'assurance maladie qui nous ont été transmises par Madame de Savel, de mémoire. Alors voilà un petit peu, ça je vous laisse regarder, hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce? C'est les statistiques des volumes de boîtes délivrées en fonction du type de prescripteur sur la région. Globalement, c'est les médecins généralistes qui restent les plus prescripteurs. Viennent après, alors là, il y a une catégorie établissement de santé, mais globalement, après, les infirmiers, puis les spécialistes en tabacologie. Euh, et on commence à voir un petit peu poindre le petit trait aussi des masseurs-kinésithérapeutes qui commencent à avoir trouvé leur place dans la prescription, justement, notamment avec le travail qu'on peut faire dans le cadre du projet LAST, où on travaille beaucoup avec l'URPS. Et on travaille aussi sur les territoires, bien sûr, à chaque fois sur nos sensibilisations, à expliquer qu'ils peuvent avoir le pied dans la porte dans l'accompagnement de leurs patients fumeurs à de nombreux moments, que ce soit sur la qualité de la cicatrisation, que ce soit sur tout ce qui est BPCO, bien sûr, sur tout ce qui peut être aussi bronchiolite, etc. Donc, vous voyez, ils ont quand même un rôle extrêmement important à jouer et on a de plus en plus de kinés qui portent ce rôle. En fonction des départements, le nombre de TSN selon enfin, la répartition des TSN et en fonction de la circonscription donc, du département et la forme du TSN. Vous voyez, globalement, on a une sorte enfin, de logique sur tous les territoires. On a globalement le patch qui est prescrit, qui est le traitement de première intention majoritairement, en complément d'une forme orale qui est majoritairement, on va dire, la pastille suivie de la gomme, suivie des comprimés. On voit le petit trait vert qui est ce qui est appelé la solution, qui est le spray nicotine, qui trouve également une petite place, mais plus modeste. Sur les chiffres qui nous ont été transmis du volume de boîtes délivrées sur l'année 2025, vous voyez quand même on a un total de près de 670 000 boîtes de TSN qui ont été prescrites sur la région Nouvelle-Aquitaine. On voit majoritairement que la tranche d'âge, on va dire 50-70 ans, représente une majorité des prescriptions de TSN. Et je vous laisse regarder, vous aurez accès aux chiffres, bien sûr, si ces chiffres, vous voulez les voir de plus près. Au niveau régional, le bilan 2025, je prends mes feuilles à chaque fois, parce que je ne veux pas nous louper quelques messages à transmettre. Hop. Au niveau régional, ben, on a une sorte de logique, hein. On a une petite baisse entre l'année 2024 et l'année 2025. Vous voyez, on est passé de 12 500 inscriptions à 11 364. Cette petite baisse, on a un petit aspect positif, c'est que globalement, en 2024, les inscriptions de la Nouvelle-Aquitaine représentaient 9,5% du total des inscrits sur le territoire national. On est passé de 9,5 à 9,8% du total, donc on a quand même une baisse, mais qui est moins rapide que les autres régions globalement. Et voilà, la répartition selon les départements suit là aussi une logique très démographique, c'est-à-dire que les départements qui sont les plus peuplés, à savoir bien sûr la Gironde avec Bordeaux, mais aussi le territoire des Pyrénées-Atlantiques, sont les territoires où l'on retrouve globalement le plus d'inscriptions au mois sans tabac sur l'année 2025. Alors, cette année, il me semble, j'en suis quasiment sûr, les autres années, lorsqu'on fait la réunion de Copil, les inscriptions des fiches Action Oscar sont bouclées et la plateforme est fermée au moment où on fait le Copil, qui n'est pas le cas cette année. Vous voyez, la plateforme Oscar Santé sera ouverte jusqu'au 31 mars, donc on ne peut que vous offrir à ce jour des chiffres, on va dire, à l'instant T. Les derniers chiffres qu'on avait quand même, on a globalement chaque année, on remonte entre 300 et 350 actions.
Donc, vous voyez, au 3 mars 2026, on était à 239 actions. Donc, avec des territoires qui jouent bien le jeu sur la remontée des actions. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les partenaires de Creuse avec le collectif Creuse Sans Tabac qui font toujours un travail impeccable au niveau de la remontée de leurs actions sur la plateforme Oscar. Euh, on a d'autres départements qu'on va encore relancer là, parce qu'on voit qu'au niveau des Pyrénées-Atlantiques, il faut qu'on relance les partenaires quand même. Il y a eu peu de remontées d'actions, alors on sait qu'il y a eu pas mal d'actions. Euh, et voyez cette plateforme Oscar Santé, il faudra toujours expliquer aux partenaires un petit peu bah, l'intérêt, l'utilité, bien sûr, de centraliser, de valoriser l'ensemble des actions et des dynamiques, et que cette plateforme Oscar Santé puisse servir un petit peu de répertoire auprès duquel les partenaires puissent se pencher, on va dire, s'ils ont en tête de mettre en place de nouvelles actions pour voir ce qui a été efficace, pour voir ce qui a moins bien marché, et quels partenaires ont été mobilisés. Ça peut être intéressant, bien sûr, pour les futures éditions du Mois sans tabac. Donc, j'en profite s'il y a des partenaires qui nous suivent à travers la visio aujourd'hui et qui se disent: mince, j'ai encore oublié de faire remonter mes actions sur la plateforme Oscar Santé, qu'ils n'hésitent surtout pas. Il est encore temps, c'est encore ouvert. Euh, la répartition des publics touchés, selon les 239 actions qu'on a pu remonter d'actions qu'on a pu avoir pour l'instant. Donc, on a quand même vous voyez, ce qui ressort en premier, c'est les salariés et agents, mais j'ai envie de dire, j'aurais presque envie de mettre la catégorie du public des personnes stratégiques et des publics à plus forte prévalence tabagique. Lorsqu'on additionne, on va dire, bah, tout ce qui est personnes en situation de handicap, étudiants, apprentis, qu'est-ce qu'on a d'autres personnes en difficulté socio-économique, etc. Mais on se retrouve, on va dire, sur une approche qui est de plus en plus stratégique, chose qu'on n'avait pas forcément les autres années. On avait un début de frémissement de dynamique l'an dernier, mais là, on a vraiment une dynamique qui est en train de cibler de plus en plus les publics à forte prévalence tabagique. Donc, et aussi les publics stratégiques, hein, comme les étudiants, les apprentis, on le sait, ça vient dans le cadre de la première génération de temps tabac en 2032. Donc, on insiste là-dessus et ça a des résultats concrets. Je vous montrerai quelques exemples d'actions un petit peu plus tard. Euh, Chaque année, on réalise une réunion auprès des partenaires qui souhaitent mettre en place des actions dans le cadre du mois sans tabac. Donc, on réalise ces réunions avec, en partenariat avec, bien sûr, les agences régionales de santé de chaque département de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permet de toucher aussi un nombre très intéressant de partenaires et on va dire, de faire du lien aussi entre les partenaires que sont le tissu associatif ou d'autres partenaires et les spécialistes sur chaque territoire. Ça nous permet aussi d'accueillir de nouveaux partenaires chaque année, de créer du lien, de créer de nouveaux partenariats. Donc l'an dernier, on a eu sur la deuxième quinzaine de septembre 12 réunions une par département. Et pendant 2 heures, on a expliqué un petit peu les orientations de la nouvelle campagne Moisson Tabac qui allait se déployer. Et également, on en a profité pour faire une sensibilisation sur les compétences psychosociales, donc qui a été animée par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, hein, qu'on remercie un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu, l'idée, c'est de bien sûr de présenter la campagne, de faire remonter et d'échanger sur les actions des partenaires sur lesquels ils ont pu déjà réfléchir et qui vont mettre en place au mois de novembre. Faire une petite sensibilisation parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir plus de 200 partenaires, on va dire captifs, lors d'une réunion en physique, en présentiel, et auprès de qui on peut proposer une sensibilisation ou un petit temps de formation, et bien sûr d'échanger et de répondre à leurs questions. Donc l'intervention sur les compétences psychosociales, ça a été 3 quarts d'heure, 1 heure sur chaque département. Les finalités, c'était bien sûr établir le lien entre les compétences psychosociales et les comportements de santé, aussi déterminer la plus-value de l'alliance du renforcement des compétences psychosociales et de l'entretien motivationnel, et aussi surtout repérer les ressources sur chaque département, que Promotion Santé soit aussi identifiée par les acteurs, que ce soit bien sûr sur les formations qui existent sur cette thématique-là, mais également au niveau des outils. On sait qu'il y a eu pas mal de partenaires de promotion santé qui en ont profité sur nos réunions pour amener des outils et les présenter concrètement aux partenaires présents pour qu'ils puissent s'en saisir.
On a proposé des formations de sensibilisation au cours de 2025 dans le cadre du mois sans tabac. On a eu une formation qui était de mémoire sur le 64, à Bayonne, il me semble, de mémoire. Je sais plus, c'est Pau ou Bayonne. En tout cas, c'était sur le 64. Je crois bien que c'est Pau même. Sur la place de la nutrition dans le sevrage tabagique. Donc, il y a eu une session de formation avec 6 participants. Vous voyez, on a une évolution qui est quand même flagrante au niveau du pré-test et du post-test, parce qu'on passe de 5,7 sur 10 en pré-test à 10 sur 10 au post-test. Ils ont fait un sans faute sur le post-test. Donc, on a un taux de progression de 75% et un taux de satisfaction qui est quand même très intéressant. Il y a eu aussi 2 formations d'une demi-journée qui étaient de mémoire sur La Rochelle le 17 et sur les Deux-Sèvres à Niort, où là aussi on a une évolution très intéressante, encore plus intéressante même entre le pré-test et le post-test, avec un taux de progression de 139% et un taux de satisfaction très intéressant aussi. Et on a également proposé, chaque année, on propose un petit webinaire, un petit, je dis à chaque fois petit, hein, mais c'est pas forcément petit, un webinaire sur une thématique en lien avec la tabacologie à l'ensemble des partenaires du Mois sans tabac et de la région. Et en 2025, on avait proposé une thématique sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine. On avait eu 107 professionnels qui étaient présents en ligne et connectés. Et ensuite, bien sûr, vu qu'on avait enregistré cette petite sensibilisation animée par Marjorie, on l'a pu la mettre sur la chaîne YouTube de la Coréade, où là, on enregistre. On avait enregistré 181 vues le mois dernier, c'est peut-être plus à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, c'est là, ça nous permet aussi de toucher, de rafraîchir un petit peu chaque année et de proposer quelque chose de plus aux partenaires. En 2024, de mémoire, on avait proposé un petit peu tout ce qui était autour de la posture à avoir sur une action de Mois sans tabac et comment aborder la question du tabac avec une personne qui vient sur une action Mois sans tabac et qui avait eu un succès aussi intéressant. On a réalisé de nombreux stands, actions, on va dire, à la Coréa de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, on a quand même eu 31 actions réparties sur la région. On a touché plus de 700 personnes. On a eu quand même beaucoup, dans les actions qu'on choisit, bien sûr, sur lesquelles aller, c'est très souvent, majoritairement, d'actions euh, à visée stratégique, c'est-à-dire là, on va toucher des publics à plus forte prévalence tabagique. Vous voyez, on a été en atelier centre pénitentiaire de mémoire, c'était à Draguignan. On a eu des actions dans les lycées professionnels, on a eu des stands sur plusieurs facultés, des IUT, des MFR. On a eu des actions dans des structures sanitaires et sociales comme l'UDAF, hein, qui est une structure de protection des majeurs. On a eu des stands en entreprise également. Donc, on a eu des stands chez des nouveaux partenaires, parce que ça va être abordé juste après. On avait pris une petite orientation stratégique sur les publics jeunes en 2025. Et du coup, on a eu des actions chez les nouveaux partenaires type mission locale, des maisons des adolescents. Et on a également eu des nouveaux partenariats comme auprès de la police nationale. Ça semble être un partenariat en plus qui va faire des boules de neige cette année. Et on a eu des actions et des stands dans des CCR, des services de suite et de réadaptation, un petit peu sur chaque territoire. Donc très rapidement, alors là je vais aller vite, je vais pas faire une liste à la Prévert, je vais pas vous lister les 239 actions qui sont remontées bien sûr sur chaque territoire. Donc on a eu un défi Moi sans tabac auprès des actions par exemple. Donc ça c'est vraiment des actions qu'on a choisi de mettre en avant, à valoriser, parce elles ont été très intéressantes, elles ont eu des résultats intéressants. Donc il y a eu un défi Moi sans tabac auprès des agents pardon, du centre hospitalier de la Côte Basque, avec une prise en charge globale qui a été prise pour les agents consommateurs de tabac avec de la diététique, du sport, un suivi tabacco, des temps de bien-être, etc. Donc on voit qu'il y a quand même 19 agents qui ont suivi l'intégralité du défi. Il y a eu une préparation au mois sans tabac et une formation à la prescription des traitements de substitution à la nicotine auprès de l'Institut de formation des professionnels de santé de Dax. Donc ça a fait d'une pierre deux coups, hein. C'est aussi de parler bien sûr avec les éventuels jeunes étudiants fumeurs, mais aussi de les préparer à leur future casquette de professionnels de santé de terrain. Il y a eu l'atelier au centre pénitentiaire de Draguignan par l'équipe du pôle addicto du centre hospitalier Charles Perrin. Il y a eu l'atelier Moi sans tabac et Mons Gloweb, on y reviendra juste après, auprès de la MFR de Périgueux. Je me suis noté ce que voulait dire MFR, ça a toujours tendance à sortir de ma tête. C'est la maison familiale rurale, voilà, de Périgueux. Donc vous voyez, il y a 3 classes de terminale de 20 élèves qui ont été vues, donc 57 élèves. Donc c'était une dynamique et d'un atelier autour d'échanges sur les consommations toujours. On a élargi un petit peu le spectre et on est sorti de l'uniquement tabac.
Et il y a eu aussi un atelier Portez-vous bien par l'équipe du centre hospitalier d'Agen, Nérac, avec des ateliers diététiques. C'était une co-animation avec deux infirmières tabacologues et une diététicienne, et c'était auprès d'un public prioritaire. C'était sur la commune de Boué. Je crois que ça se dit comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça se dit comme ça. Boué. Pour ce qui est de l'ex-région Limousin, donc on a eu par exemple une action de prévention tabac réalisée par les élèves d'une classe de BTS ESF auprès de l'ensemble des étudiants de l'Institut Polaris. C'est des futurs étudiants, des futurs travailleurs sociaux, donc qui seront en contact de publics prioritaires et vulnérables dans les années à venir. Ça, c'est une action qui marche très fort chaque année, donc qu'on anime à la Coréade, où on sensibilise une classe de BTS, on va dire, à animer une action de prévention auprès des étudiants, justement, auprès des autres étudiants. Donc, ça fait un petit peu une sensibilisation par les pairs, parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui ont été sensibilisés, la classe qui a été vue, qui déploie une action de prévention au sein de l'Institut Polaris à Limoges. Et là, par exemple, il y avait un petit parcours autour de stands dans l'Institut même, où ils ont pu toucher quand même et voir 120 étudiants autour de ce qu'ils ont repéré comme potentiellement aide existante lorsqu'ils souhaitent arrêter de fumer, autour d'un échange sur les nouveaux produits de l'industrie de la nicotine, et également, j'en ai oublié un, autour des fausses idées autour du tabac qu'on peut retrouver et qui peuvent freiner aussi une tentative d'arrêt. Il y a eu une animation par le XAPA Bovio de Limoges d'un jeu qui a été créé par eux, le Ski Motive, basé sur les différents stades de changement, auprès des personnes en réinsertion professionnelle, donc des jardins de Cocagne, à PEDEX. Il y a une sensibilisation au sevrage tabagique auprès des salariés agricoles de la Corrèze. Chaque année, c'est pas noté là, mais c'est le service de la médecine préventive de la MSA qui est relativement actif chaque année dans le cadre du mois sans tabac, et pas qu'en Corrèze, hein, mais là, c'est la Corrèze qu'on a tenu de mettre en avant, où il y a une information, une remise de kit, des fois une proposition de première prescription par des entretiens infirmiers de santé et sécurité au travail. Il y a des ateliers participatifs auprès des salariés de l'ESAT. Alors ça, c'est en Creuse, le clocher de Saint-Sulpice-le-Guérétois. Vous voyez, ça, c'est vraiment une approche intéressante. Ça, je voulais le mettre en avant parce que tout simplement, donc, pour valoriser le travail du Casse Sainte-Fer et du collectif Creuse sans tabac de Creuse, du territoire de la Creuse. Vous voyez, ça, c'est une action où ils n'ont pas vu énormément de personnes. Par contre, sur un petit atelier court, ils ont vu 12 personnes. Sur les 12 personnes, il y avait 11 fumeurs. Et sur les 11 fumeurs, il y en a 10 qui ont verbalisé le fait de vouloir entamer une démarche de sevrage collectif. Vous voyez un petit peu l'efficacité de cette action. Et ça, c'est très, très intéressant. Là, on est vraiment sur une action qui a été efficace. Et je fais pleinement confiance au CAST Sainte-Fer pour avoir entamé cette démarche de sevrage de groupe auprès des salariés de l'ESAT du Clocher. Donc, il y a eu une information aussi à l'espace de vie sociale 1000 couleurs, qui est un quartier de Guéret, toujours pour cibler des lieux à forte prévalence tabagique. Et enfin, très rapidement, pour l'ex-territoire Poitou-Charentes, on a eu des actions de sevrage tabagique et à l'abstinence par rapport à des personnes en situation de handicap au SSR du Grand Feu à Mélioris à Niort. On a eu des animations de prévention bois sans tabac pour les étudiants de l'IUT de Châtellerault par l'association Le 4. On a eu aussi des ateliers moi sans tabac à c'est la maison départementale de solidarité du pays niortais, à la fois par la protection maternelle et infantile et par le réseau périnatalité de Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un vrai travail de partenariat qui a valorisé et qui a ciblé vraiment une population stratégique. Et il y a eu aussi la création d'un escape game tabac avec des étudiants de l'IFSI, du CH Rochefort, donc là aussi des futurs professionnels de santé. Voilà un petit peu. Très rapidement, vu que c'était la 10e édition l'an dernier, il y a eu un événement phare qui a été réalisé place de la Victoire à Bordeaux, un petit peu pour lancer symboliquement la 10e édition du Mois sans tabac en 2025. Donc avec de nombreux partenaires qui étaient présents et qu'on remercie. Bien sûr, il y a eu l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, il y a eu Addiction France, il y a eu le CEID, il y a eu Charles Perrin, il y a eu le contrat local de santé de Bordeaux, les CPTS du Nord Bordeaux, la Maison des adolescents, le RPNA et la ville de Bordeaux, mais on pourrait en citer d'autres. Donc c'est quand même une animation pardon, qui a été faite en partenariat avec Santé publique France, qui nous a amené le matériel, qui a installé le matériel pour qu'il puisse y avoir aussi des premières consultations place de la Victoire à Bordeaux. La météo était avec nous et on a quand même touché 120 personnes sur la journée qui ont eu un échange avec un professionnel. Il y a eu des premières consultations en tabacologie. Alors, il y a eu Marjorie qui a fait pour nous des premières consultations, mais on a aussi d'autres professionnels. Je vois sur la photo, par exemple, Jérémy Esquer avec son t-shirt noir, qui est un kiné, un masseur kinésithérapeute de Bordeaux, qui est très engagé sur l'accompagnement au sevrage tabagique de ses patients et qui a fait quand même
qui était là la matinée, qui a fait quand même pas mal de premières consultations. Donc merci un petit peu à tous ces professionnels et à Santé publique France également. Vous voyez quelques photos de cette journée-là. Il y a eu des goodies qui ont été transmis par Santé publique France, voilà, tout simplement. Et aussi, vous allez voir un peu plus loin, on a créé les nôtres dans le cadre d'une opération spéciale. Voici l'opération spéciale. Je regarde si je suis bon au niveau timing, parce que je me rends jamais compte. On est pas mal. En ce qui concerne l'opération spéciale, donc on a eu un petit peu, vous saviez, chaque année, on était dans ce qu'on appelle le challenge d'infrastructure, qu'on proposait un petit peu à toutes les équipes qui souhaitaient s'inscrire. Donc c'était un challenge collectif où on transmettait chaque semaine un défi à réaliser en équipe à toutes les équipes inscrites au challenge interstructure en Nouvelle-Aquitaine. On s'est dit en 2025 avec Shona et Déborah qu'il fallait peut-être qu'on change un petit peu parce qu'on se rendait compte qu'on arrivait un petit peu à certaines limites du challenge interstructure, c'est-à-dire que on avait des équipes qui s'inscrivaient, qui étaient entre guillemets vraiment page blanche un petit peu sur tout ce qui était tabacologie, donc qui pouvaient nous faire des retours comme quoi les défis étaient un petit peu complexes par rapport à la thématique du tabac. Et quand on avait d'autres équipes qui étaient là, des équipes par exemple de XAPA ou de CEPAM, qui étaient déjà sensibilisées à minima ou voire très formées sur la question de la tabaco, qui nous disaient par exemple que c'était un petit peu simple, un petit peu court. Donc vous voyez, on avait un peu du mal à vouloir plaire à tout le monde. Des fois, on a un peu de mal, au bout d'un moment, on arrive à un certain plafond pour vraiment proposer des choses qui puissent convenir au plus grand nombre. Mais on s'est dit que c'était le moment peut-être de tenter une approche un petit peu spécifique et dédiée, qui aille dans le sens aussi d'objectifs de santé publique nationaux, c'est-à-dire que on s'est dit qu'on allait viser, cibler prioritairement les jeunes, notamment les 16-25 ans, et qu'on allait aller dans cette direction un petit peu de la première génération sans tabac à l'horizon 2032. Et cette volonté aussi de développer les compétences psychosociales, c'est aussi pour ça qu'on avait fait intervenir Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine dans nos réunions départementales et aussi s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Donc, dans ce cadre-là, on voulait aussi toucher plus large que le tabac. On a réalisé ce qu'on appelle des focus group, on parle juste comme ça, on a réalisé des focus group auprès de jeunes, parce qu'on se dit, bon, certes, on n'est peut-être pas très âgé, mais on est déjà bien déconnecté d'un petit peu de la nouvelle génération, et notamment des 16-25 ans, donc il fallait absolument pour nous, en amont, de proposer quelque chose recueillir un petit peu leur avis déjà sur s'ils connaissaient la campagne Moi sans tabac nationale, si ils connaissaient les outils, si ce qu'ils pensaient du kit, des outils à l'intérieur, euh, comment ils, quel regard ils portaient un petit peu sur l'approche. Donc ça nous a permis un petit peu de nous réadapter, de proposer autre chose. Donc tout simplement, ce qui est sorti déjà, c'est qu'une approche uniquement centrée tabac allait porter ses fruits auprès des jeunes 16-25 ans et qu'il fallait une approche plus large et un petit peu décentrée du tabac, tout en leur permettant d'acquérir des connaissances et de l'information sur la question du sevrage tabagique et des consommations autour des produits de la nicotine. Donc, on a créé un petit peu un dispositif qu'on appelle le Mon Glow Up. Euh, alors, le Glow Up, il y a beaucoup de partenaires qui nous vont froncer les sourcils parce que oui, c'est un terme qui est très familier, on va dire, de la tranche d'âge 16-25 ans. Le Glow Up, en gros, c'est d'aller chercher une meilleure version de soi-même. En tout cas, on va expliquer ça largement. Vous voyez, c'est une prise de confiance en soi, c'est une amélioration de son bien-être, que ce soit mental, émotionnel, physique. C'est d'aller vers un changement positif, vers un mode de vie qu'on souhaite, dont notamment l'arrêt du tabac chez certains jeunes. Et aussi, c'est la valorisation de son soi profond et de son identité. Donc, on voulait une approche plus large, toujours sur la même période du mois sans tabac, c'est-à-dire qu'on a proposé en parallèle de l'inscription bien sûr classique au mois sans tabac, qui parlait peu aux jeunes lorsqu'on leur a parlé, un petit peu lorsqu'on leur a présenté le kit, les outils, tout ça, mais pour les retours qu'on a eus, c'était le kit par exemple, ou non, on a envie, il y a trop de choses dans le kit, on a envie de le mettre à la poubelle. Ça c'est, voilà, ils avaient même pas envie de le regarder, ça c'est des retours concrets qu'ils ont pu nous faire. Euh, et c'est quelque chose, du coup, ce Month Glow Up, on a proposé sur la période du mois sans tabac, donc du 3 au 30 novembre. Et l'idée, c'était de proposer des petits défis très peu chronophages chaque jour, quasiment quotidien, vu qu'on en a proposé 6 par semaine, sur lesquels ils pourraient se saisir ou non, au choix, en fonction de. Et surtout de proposer une inscription, contrairement au challenge interstructure, qui soit individuel, qui soit moins collectif. Donc, on a essayé ce format. Alors, ça nous a demandé de créer de nouveaux formats de diffusion et d'outils. Bon, on avait un canal Instagram, juste là, déjà, une page Moi sans tabac qui fonctionne bien.
Par contre, ça nous a demandé clairement la création d'un compte TikTok, hein. Si on va vers les jeunes aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre de côté TikTok parce qu'on sait que c'est peut-être la plateforme qui les touche le plus. Euh, et voilà. Donc le fonctionnement. Donc c'était un défi par jour, du lundi au samedi, euh, sur le mois de novembre. Chaque dimanche, on leur transmettait un petit peu la liste des défis qui allaient arriver. Vous voyez, c'est quand même un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Euh, et chaque défi était conçu pour être simple, réalisable et centré sur l'un des quatre thématiques suivants. C'était bien sûr le bien-être. Ça, c'est ce qui est ressorti de nos focus group 1. Le lien social, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit bah ouais, se sentir un petit peu seul, hein, au quotidien. L'activité physique, quand même. Et bien sûr, leur sensibilité par rapport à tout ce qui est écologie et environnement. Donc, avec ces quatre thématiques, nous, derrière, on a travaillé, on leur a proposé des petits défis quotidiens qui peuvent prendre des fois 5 minutes, même pas. Ça pouvait être, par exemple, sur l'activité physique, d'augmenter son nombre de pas sur la journée, essayer d'augmenter en tout cas. Ça pouvait être, par exemple, sur le lien social, bah, de prendre des nouvelles d'un proche qu'il n'avait pas vu depuis longtemps ou pour qui il n'avait pas eu de nouvelles. Ça pouvait être sur la gestion du bien-être, bah, des petites techniques de relaxation, etc. Et sur chaque thématique, bien sûr, on leur transmettait via des canaux Instagram et via des canaux TikTok sur lesquels on passait ces défis, on leur transmettait un message autour du tabac. Bah, bien sûr, sur le bien-être, ça pouvait être la gestion du stress, hein, en lien avec la consommation de tabac qui pense à tort être, on va dire, un déstressant, hein, parce que encore les actions de sans tabac, on a eu beaucoup, beaucoup de retours d'étudiants qui nous ont dit, mais moi je fume pas, mais par contre, 15 jours avant les partiels, ouais, j'en ai besoin pour me déstresser. Vous voyez, il y a encore cette image-là de la consommation de tabac. Sur le lien social, ça peut être aussi l'importance de l'entraide et d'en parler autour de soi lorsqu'on est dans une démarche de sevrage tabagique, euh, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y avait une thématique, bien sûr, et on transmettait des messages, bien sûr, en lien avec le sevrage tabagique. Le calendrier qu'on a opéré, c'était l'état des lieux, comme je vous ai dit, le focus group, la validation du projet, de l'identité, de l'ADA avec la com et le travail d'Anaël, la communication auprès des partenaires. Là, ça nous a demandé, bien sûr, un travail pour créer des liens avec des partenaires qu'on avait pour certains déjà, mais on n'avait pas toutes les structures accompagnant des jeunes sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça a demandé un travail. Il y a eu la diffusion auprès des jeunes et faire la communication via les réseaux sociaux et partenaires. En novembre, il y a eu le lancement concret et en décembre, bien sûr, il y a eu tout ce qui a été questionnaire d'évaluation. On a créé des petits goodies pour que ces jeunes soient motivés à l'inscription. Il y a eu l'affiche, bien sûr, pour communiquer dans les structures type MDA, type qu'est-ce qu'on a pu avoir comme structure, bah, les facultés, les universités, mais également, je pense, des structures type Patrick Tech ou ces choses-là, ou les foyers de vie. On a eu des tote bags, des stickers, des bracelets pour un petit peu inciter à l'inscription. On a eu globalement plus de 250 inscriptions, hein, sur la région. Donc pour une première édition, on trouve que c'est un chiffre globalement intéressant, hein. Mais je vais mettre en lumière un petit peu les retours, que ce soit des jeunes ou des partenaires via les évaluations qu'on a passées, parce qu'il y a des choses à dire. Donc c'est une vraie réflexion sur l'évolution de ce dispositif qu'on a créé l'an dernier. Donc vous voyez, on a eu 56 jeunes qui nous ont fait un retour via questionnaire. On a 64% des jeunes qui étaient inscrits qui nous déclarent ne pas fumer ni vapoter. Alors, il y en a beaucoup qui se décrivent comme ex-fumeurs. Euh, il y a beaucoup de jeunes aussi qui consomment, mais qui ne se considèrent pas comme consommateurs de tabac. Vous voyez, c'est un petit peu flou. Il y a quand même une marge en termes de retour sur ces catégories-là. Globalement, il y a une appréciation qui a été positive du dispositif. Alors, pour ma part, là, ce que je dirais, c'est qu'on a quand même près de 60% qui nous disent qu'ils ont trouvé ce dispositif super, et on en a 40% qui nous disent bien. Alors, le bien, je ne sais pas si c'est à mettre en positif ou en moyen. Parce que moi, le premier, je dois vous avouer en toute transparence que si je réponds bien à une enquête de satisfaction, voilà, c'est la moyenne. Donc, voilà, il y a toujours des petits biais, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, hein. Le bien-être ressort comme la thématique qui a été le plus plébiscité, donc largement en tête. Euh, Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti et vraiment très largement en tête même. Là où on a été agréablement surpris, on s'est dit bah, peut-être qu'il y a des jeunes, mais il y a pas mal d'inscrits qui vont nous faire deux, trois défis dans le mois, puis qui vont en avoir marre. C'est qu'on a quand même une majorité de participants qui nous ont fait à minima 10 défis. Donc il y a eu quand même une adhésion à ce fonctionnement de leur transmettre des petits défis quotidiens là, chaque dimanche. Euh, et globalement, il y en a quand même qui nous ont fait remonter que ce dispositif avait eu un impact sur leur volonté de faire une pause dans leur consommation de tabac, à minima une pause, voire faire une tentative d'arrêt. Euh,
Au niveau des partenaires, là, on a eu 21 partenaires qui nous ont remonté un petit peu leur regard par rapport à ce nouveau dispositif, donc principalement, bien sûr, des partenaires type MDA, des structures d'accompagnement des jeunes. Euh, donc, l'accueil du nouveau dispositif est plutôt positif, avec 57, pardon, 1% d'avis bons à très bons. Concernant le nombre de défis, il y en a la moitié qui estiment qu'il est adapté. Alors, je pense qu'il y en a aussi beaucoup, et nous les premiers, on pense qu'on avait peut-être été un petit peu fort à vouloir proposer 6 défis par semaine sur le mois sans ce dispositif-là, et que ça sera réadapté parce que c'est peut-être aussi un petit peu beaucoup, clairement, on a été comment dire, très positif et plein d'enthousiasme, très enthousiaste, et on réadaptera ça si on propose un dispositif proche de celui-là en 2026. S'agissant de la durée du dispositif, donc un mois, 71% des répondants considèrent que la durée est adaptée. Il est majoritairement perçu comme attractif et adapté aux jeunes auprès des partenaires, notamment via les réseaux de communication sur lesquels on a touché les jeunes, qui sont les réseaux sociaux. L'identité visuelle, l'accessibilité sont des atouts reconnus et mis en avant par les partenaires. On a quand même 71% des partenaires des répondants qui déclarent qu'ils reproposeraient ce dispositif en 2026 s'il est à nouveau mis à disposition. Alors, par contre, en parallèle, cette approche globale du bien-être, elle tend à affaiblir la lisibilité du lien avec le tabac. C'est ce que nous ont remonté certains partenaires qui avaient du mal, clairement, à faire le lien. Vu qu'on a eu une approche décentrée uniquement tabac et sur d'autres thématiques connexes, hein, qui sont vraiment les quatre thématiques qu'on a, qui sont le bien-être, un petit peu l'activité physique, etc., etc. Mais il y a des partenaires qui nous ont fait remonter quelques difficultés à voir le lien avec le tabac. Ça nécessitera réexplication, bien sûr. Et ce qui est important, et ce sur quoi on va travailler aussi, et ça, ce que j'ai remarqué moi aussi localement dans mon échange avec les partenaires, c'est que, euh, par exemple, chaque année, avec le challenge interstructure, on avait l'habitude de mobiliser tout ce qui était animateur en santé publique, qui était très concerné par ce dispositif et qui pouvait, entre guillemets, localiser les groupes, que ce soit dans des groupements d'entraide mutuelle, que ce soit sur des groupes de patients, etc., et animer le challenge interstructure et les défis transmis dans le challenge interstructure auprès d'un groupe. Là, les retours qu'ils nous ont fait, en gros, c'est qu'ils se sont sortis un petit peu. Du coup, ils n'avaient plus rien entre leurs mains, vu qu'on est passé sur une inscription individuelle sur ce dispositif auprès des jeunes. Et du coup, ils n'avaient plus de matière, entre guillemets, pour animer des défis, tout ça comme les autres années. Donc ça a été un vrai manque qui nous a été remonté un petit peu par rapport aux années précédentes. Et c'est vrai qu'on va réfléchir, je pense, à proposer à nouveau un petit peu, peut-être 3, 4 défis collectifs en parallèle de l'inscription individuelle. C'est un petit peu notre axe de réflexion à l'instant T. Et globalement, en gros, les partenaires ont une perception globalement positive de la cohérence entre le mois sans tabac et le Monds Glow Up, avec une note comprise entre 7 et 10, avec une prédominance pardon, de la note 8 parmi les répondants. Donc les préconisations, c'est peut-être, comme je vous disais, c'est réduire le nombre de défis, proposer des défis collectifs, vraiment pour qu'il y ait une vraie dynamique qui puisse aussi se créer, et plus largement que dans les structures jeunes, mais on va le voir dans les structures médico-sociales aussi, hein. On sait qu'on avait pas mal de partenaires qui se saisissaient du défi qu'on proposait avant l'année 2025 pour animer auprès d'un groupe, que ce soit dans le champ du handicap, que ce soit dans des CHRS, par exemple, ou d'autres structures, des maisons relais. On a mieux outillé et accompagné les partenaires. Il faut qu'on valorise aussi tous les outils qui ont été faits parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de partenaires qui demandent à chaque fois s'il y a un nouvel outil, mais qui ont oublié ou qui n'ont pas forcément eu écho des outils, tous les outils qu'on a pu créer depuis le lancement du mois sans tabac et qui méritent d'être valorisés, ce qui marche bien. Et il faut bien sûr qu'on développe, qu'on diversifie les supports de communication, ce qu'on a fait l'an dernier, et consolider la dimension un petit peu prévention avec du contenu préventif et faire le lien entre tabac, santé mentale également. Alors là, je vais passer très vite parce que c'est les chiffres de la com. Je suis pas très spécialisé en communication, mais je vais vous en faire écho très rapidement. En gros, on a le site Moi sans tabac qui fonctionne bien, Moi sans tabac Nouvelle-Aquitaine, qui fonctionne bien chaque année. Vous voyez, en 2025, on a eu quand même plus de 4000 visites sur le site, avec un temps moyen par session de 3 minutes 48. C'est un temps moyen par session qui baisse parce que l'an dernier, on avait aussi proposé des vidéos un petit peu, ce qui augmente mathématiquement le temps passé sur les sessions. Sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook et on a un groupe Facebook du coup qui a été initié par Santé publique France au national, qui a fait le même groupe pour chaque région.
Pour le groupe Facebook, les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, moi sans tabac, on a une augmentation du nombre d'abonnés, hein, chaque année, on a de nouveaux abonnés qui rentrent dans cette dynamique-là et qui échangent, qui font part un petit peu de leur parcours, de leurs difficultés, de leur réalité. Dans le cadre d'une tentative de sevrage tabagique, il peut y avoir des échanges aussi entre les inscrits. Sur le groupe Facebook, on a un nombre de publications qui a été de 157 l'an dernier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas utilisé on n'a pas eu de publications sponsorisées. On a augmenté la part de visibilité des publications non sponsorisées. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça se traduit tout simplement par une meilleure visibilité de nos contenus sans sponsorisation des contenus. Pour ce qui est de la page Instagram, euh, même logique, on a une meilleure visibilité sans son sponsorisation sur 2025 par rapport à 2024. Donc ça, c'est intéressant. On a un nombre de publications qui a été en augmentation. C'est aussi l'effet Month Glow Up, où là, on a pas mal communiqué pour lancer un petit peu le nouveau dispositif. Et un nombre d'abonnés, pardon, qui est en augmentation assez sensible, parce qu'on a eu près de 250 nouveaux abonnés qui ont rejoint cette page-là sûrement dans le cadre de leur tentative d'arrêt du tabac. Hop. TikTok, pour une première, on a déjà eu 152 abonnés, donc on a eu 66 publications et on a eu quand même un nombre d'impressions, c'est là que c'est impressionnant, assez TikTok, c'est quand même 51 000 impressions totales des posts qu'on a pu réaliser sur la plateforme TikTok, avec, vous voyez, c'est un petit peu les vidéos qu'on a pu transmettre dans le cadre du dispositif spécial dédié aux jeunes, avec des vidéos sur la vie intime, des formats très courts, sur le bien-être, sur comment refuser une cigarette, etc. Bref, des contenus dédiés aux jeunes et adaptés à ces derniers. On a eu également une campagne avec la journée mondiale contre le tabac du 31 mai, qui a été le Patch Ça Match en 2025. Euh, on a eu donc voilà cette nouvelle campagne qui avait alors, il y avait plusieurs finalités. Il y avait déjà montré l'intérêt et l'utilité du patch, qui est un traitement qui fonctionne très bien lorsqu'il est bien dosé. Et aussi déconstruire des idées, bien sûr, préreçues qui sont en lien avec cette idée qu'on retrouve dans le grand public. C'est que très souvent, lorsqu'on fait des actions, notamment dans le cas du Mot sans tabac, on s'en rend compte chaque année, qu'on a des patients qui nous disent: de toute façon, j'avais essayé le patch, j'avais envie de fumer, voilà, ça marchait pas, votre truc. Ok. Et donc, du coup, quand on fait le lien avec l'étude qu'a mis en avant la Société francophone de tabacologie sur le sous-dosage des ordonnances, donc il y a 9 ordonnances de TSN sur 10 qui sont sous-dosées, on comprend un petit peu cette réalité de terrain. Donc, il faut essayer de déconstruire cette, euh, cette image que peut avoir le grand public des TSN, qui n'est pas toujours très bonne, par cette affiche sur laquelle on a travaillé, qui était là pour montrer l'utilité et casser les idées reçues. Les perspectives, j'arrive presque à la fin. Hop. Donc en gros, en termes de perspectives pour le mois sans tabac du côté de la Nouvelle-Aquitaine, on souhaite une consolidation de la dynamique actuelle, c'est-à-dire toujours proposer bien sûr les réunions avec les partenaires, toucher de nouveaux partenaires, renforcer les liens avec les partenaires déjà existants sur les territoires. Il faut qu'on travaille aussi sur valoriser l'existant, parce que voilà, il faut pas des fois faire des millefeuilles et des millefeuilles de nouveaux outils. Clairement, on a déjà des outils qui fonctionnent très bien. Je pense à ce qui pouvait exister sur les animaux sans fil, les Coco Coach, les campagnes 31 mai. On a d'autres outils qui existent depuis encore plus longtemps, qu'il faut valoriser. Donc, il y aura toujours les réunions départementales dans lesquelles on souhaite continuer de proposer une sensibilisation vraiment à destination des partenaires, tout simplement parce que ça nous permet aussi de toucher plus de partenaires qui seront plus enclins à venir lorsqu'ils voient qu'il bah, tiens, par exemple, qu'il va y avoir une sensibilisation sur une thématique en tabacologie, en plus que de recevoir des informations qui sont, c'est vrai, un petit peu descendantes, parce que forcément, on se fait le relais de la campagne nationale de santé publique France dans nos différents territoires. Donc, cette sensibilisation-là qu'on intègre chaque année dans les réunions départementales, il faut qu'on la garde clairement. On souhaite bien sûr renforcer une approche stratégique en renforçant la dynamique de mobilisation des structures médico-sociales, là où de plus en plus on est en train de se créer un répertoire où on est sollicité aussi chaque année par des structures médico-sociales pour des demandes d'intervention sur lesquelles nous répondons positivement. Et on travaille bien sûr à la réflexion de l'adaptation du dispositif dont je vous ai parlé juste avant, qu'on a proposé aux jeunes, le Monzo Glow Up, en prenant compte des différents retours de terrain, c'est-à-dire peut-être proposer quelque chose avec moins de défis,
peut-être quelque chose où il y aura une possibilité un petit peu hybride d'à la fois s'inscrire en individuel si jamais on a quelqu'un qui est intéressé pour se lancer dans le dispositif, mais aussi de créer une équipe à un moment donné si on est une structure médico-sociale et de pouvoir l'animer en interne. Donc, on va très certainement dédier ce dispositif euh, régional aux structures médico-sociales dès l'année 2026. Voilà. Et enfin, la plus belle slide, les contacts. Euh, et de toute façon, vous aurez accès au support souhaité et on reste disponible sur chacun de nos territoires. S'il y a des questions, du coup, on s'était dit qu'on prendrait les questions à la fin des slides de Marjorie, qui a 6 ou 7 slides à vous proposer sur le colloque Tabakit. Et on sera bien sûr disponible pour vos questions juste après les slides de Marjorie. Merci Benjamin. Bonjour à vous. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous transmettre le bilan de l'édition 2025 du colloque Tabakit. Tout d'abord, je voulais dire que je porte également la parole aujourd'hui d'Alicia Desvilles, qui est en congé pour un événement heureux avec qui j'ai le plaisir de co-organiser depuis quelques années ce colloque, mais qui, elle, bien sûr, est à l'origine de la création aussi de ce colloque et cette proposition de journée qui chaque année vraiment permet à de nombreux professionnels et personnes intéressées par la thématique du champ médico-social de pouvoir se retrouver. Donc, cette 10e édition était organisée cette année à Bordeaux. Donc, elle a eu lieu le jeudi 20 mars, pardon, 2025. Alors, pourquoi Bordeaux? Parce qu'en fait, une année sur deux, on choisit la ville de Bordeaux, mais on a également à cœur de pouvoir le proposer une année sur deux dans une autre ville pour pouvoir évidemment élargir le champ des possibles pour des villes qui seront un peu plus retirées peut-être avec moins de propositions. Donc l'an dernier, c'était à Bordeaux et c'était au cœur d'un cinéma qui s'appelle le Mégarama et c'était un choix assez stratégique. Il était rive droite pour ceux qui connaissent un peu la ville de Bordeaux, mais on pouvait recevoir de nombreux participants. Tout était bien organisé. Il y avait aussi une jolie offre autour du cinéma pour pouvoir se restaurer, etc. Donc en fait, cette journée a pu être vraiment un succès, comme chaque année et ce qui a participé aussi aux nombreux résultats positifs de participation et d'inscription, c'est que pour la première fois, nous avons pu proposer ce colloque en visio et ce qui a amené, vous verrez avec les chiffres un petit peu plus tard, beaucoup d'inscriptions et ce qui colle aussi aux réalités de terrain et aux demandes parce que c'est pas toujours simple, évidemment de pouvoir se déplacer pour participer toute une journée à un colloque. Donc, cette offre à distance a été vraiment un réel succès. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le programme de la journée. Je ne vais pas le reprendre point par point, mais ce qui a été intéressant, c'était notamment le choix de la personne qui a modéré cette journée et qui a permis, sans faire de jeu de mots, mais je peux me le permettre quand même, à apporter une couleur différente au fil rouge finalement de cette journée, non seulement à travers ses qualités d'auteur et sa personnalité voilà de chanteuse. Elle est créatrice de contenu, mais également elle a apporté quelque chose de différent car c'est une personne qui est touchée par les addictions et elle a pu comme ça créer un lien particulier avec les intervenants au fil des interventions. Et je sais que notamment Martine Baladier-Janel a pu aussi avoir un entretien privilégié avec elle qui était vraiment quelque chose de très riche et elle a pu montrer à ce moment-là, avec beaucoup d'authenticité, le partage de son expérience personnelle. Au travers de ce programme, on voit aussi qu'on a pu mettre en lumière notamment des thérapies qui vont être complémentaires à des thérapies qui sont validées, comme par exemple les traitements de substitution nicotinique. Et on voulait comme ça apporter notamment quelque chose qui pouvait traiter des thérapies cognitives et comportementales, ou par exemple une lumière qui a été faite sur la méditation de pleine conscience, voilà, par un duo
duo qui était Emeline Pouille, une IPA de Limoges, et aussi sa collègue Séverine. C'était vraiment très intéressant. Chaque année, on essaye également d'apporter, et c'est souvent ce qui est demandé, une présentation sur la vape, parce que la vape est un sujet, on le voit hein, sur les remontées de terrain, lorsqu'on fait des sensibilisations et des formations, ça interroge encore et toujours, et vraiment les professionnels sont en demande d'actualité, voilà, d'actualiser leurs connaissances, de pouvoir avoir des messages clairs à transmettre, voilà. Et on essaye chaque année de proposer ça, et cette année encore, on aura, vous le verrez, quelque chose sur la vape. On a un duo qui a été, pardon, mythique, celui de Jérôme Gilliard et André Nguyen, qui nous ont montré 10 années d'évolution en tabacologie, comment ça s'est déroulé sur ces 10 dernières années. Et puis, Benjamin parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Donc là, ça a été aussi intéressant. Katie Dellery est venue nous parler de ce qu'elle fait quotidiennement sur les réseaux sociaux et notamment sur sa chaîne TikTok pour être présente auprès des jeunes et répondre aussi à leurs besoins. On a parlé aussi de tabac et cancer avec un projet qui est proposé par le CHU de Bordeaux, la Ligue contre le cancer, et qui a montré l'importance de pouvoir proposer un accompagnement au sein de la Ligue pour pouvoir être présent et, non, et que les personnes ne se déplacent pas. Voilà, tout est organisé autour des soins de support et ça a montré vraiment l'importance et l'intérêt de tout ça. C'est aussi l'occasion de revoir des collaborateurs comme Philippe Castera et bien entendu notre ancien président Benoît Fleury. Alors, le bilan, alors un beau succès avec beaucoup d'inscrits. En tout, il y a eu plus de 410 personnes inscrites, notamment en présentiel et comme vous le voyez, beaucoup en visio. On n'a pas beaucoup perdu de personnes le jour J, puisqu'il y avait 380 présents, si on compte bien sûr les intervenants, l'équipe, les personnes qui étaient connectées. Tabakit, c'est aussi la possibilité d'avoir un replay et ces replays sont souvent proposés tout au fil du temps et de l'année comme des temps de sensibilisation et de formation et les professionnels de santé vont comme ça pouvoir piocher et consommer du contenu lorsqu'ils ont le temps nécessaire et c'est souvent des interventions de 20 minutes, donc c'est très adapté sur des thématiques particulières. J'en profite également pour remercier l'équipe, notamment de la communication qui est représentée par Anaëlle Colmou sur le projet Tabakit. Et puis, tout au long de l'année aussi, l'équipe qui nous aide à proposer cette journée, parce qu'on parle souvent de la journée le jour J, mais en fait, on œuvre à préparer ce colloque une grande partie de l'année, hein, trouver le programme, les intervenants, les sujets, les salles, etc. Et on s'adapte avec nos collègues sur place. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais Patricia Brouillot, notamment à Limoges, elle est tout le temps présente pour s'occuper de tout le côté administratif et c'est pas moindre chose. Mais là, je voulais aussi parler par rapport au replay parce que Anaëlle fait un gros travail avec l'équipe, notamment de com et l'équipe de Visio qui propose ça. Donc, le public de Tabakit qui vient, qui est sur place. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'infirmiers, alors toutes spécialités confondues, beaucoup de médecins aussi, des psychologues et des sages-femmes qui sont très intéressés par la thématique. Nous avons près de 90% de salariés, des libéraux et quelques bénévoles aussi, avec un pourcentage de satisfaction qui est de plus de 80%, donc qui est aussi très intéressant. Donc, au niveau des départements représentés, bien entendu, il y avait la Gironde, ce qui est tout à fait normal, mais avec aussi les Charentes, les Landes, etc. Et un chiffre à souligner, hors Nouvelle-Aquitaine, 63 aussi participants, avec un total d'inscrits donc de 417, qui est un chiffre très, très important. Donc, tourner vers l'avenir, nous avons le prochain colloque qui se tiendra à Bayonne. Et là, j'en profite pour remercier vraiment l'équipe qui nous épaule sur place, qui est représentée par Cécilia Maître et Marina Touron, pardon. Et aussi, bien sûr, l'équipe de la Coréade qui va nous aider en distanciel, sur place, etc. Et les coordonnateurs qui nous font aussi confiance et qui nous accompagnent sur ce projet. Donc, il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire jusqu'au dernier moment. Et nous vous proposons ce colloque également cette année, bien sûr, en présentiel ou en visio.
Vous voyez la nouvelle charte graphique qui a été créée par Anaël, qui est magnifique et qui va nous suivre quelques années. Concernant le programme, sur la slide suivante, non, allô? Non, alors je vais vous en parler puisque je Je pense n'ai pas qu'il y a le peut-être une. programme sur la slide. Oui. C'est pas grave, je le connais. Donc en fait, cette année, on a voulu mettre en lumière tabac et autres consommations. Donc nous allons parler tabac et alcool avec Michael Nassila. Nous allons pouvoir parler avec Grégoire Clérec de l'hôpital du Bouscat de tabac et cannabis. On aura aussi tabac et public vulnérable avec Fabienne Lemonnier, addictologue de l'hôpital suburbain du Bouscat. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir Eliane Errand qui va venir parler des médicaments de l'arrêt du tabac, avec notamment le Champix, la varénicline qui a fait son retour, mais également peut-être d'autres molécules qui vont arriver, comme par exemple la cytisine. Nous aurons aussi Marion Adler qui va pouvoir nous parler de la vape, hein. On va vraiment avoir un point avec une actualité très récente et qui va répondre, je suppose, aux nombreuses questions de l'Assemblée. Et puis un levier très intéressant et qui est le frein numéro un dans l'arrêt du tabac. On le sait, c'est la peur de la prise de poids. Donc nous avons le plaisir de nous appuyer sur une professionnelle Biarrotte qui va être Loïs Clément Tacher, une diététicienne nutritionniste. Et puis Tabakit, c'est aussi des stands des partenaires. Donc, nous aurons le plaisir, lors de la grande pause de 45 minutes, de pouvoir avoir des stands où seront représentés, bien sûr, notre équipe tabac, mais aussi le RPNA, le Souffle 64, la formation et puis l'adhésion à l'association Coréade. Et puis, nous avons le plaisir chaque année d'avoir une proposition d'une librairie locale. Donc cette année, nous avons une librairie qui sera de Bayonne, une jolie petite librairie qui va pouvoir nous présenter plein de livres que les professionnels pourront découvrir et acheter lors de ces pauses de Tabakit. Voilà. Donc je vous remercie et puis peut-être y aura-t-il des questions.